La politique d'Aristote, livre 3e, chapitre 2. Suite. La vertu du citoyen ne se confond pas tout à fait avec celle de l'homme privé. Le citoyen a toujours rapport à l'État. La vertu de l'individu est absolue et sans rapport extérieur qui la limite. Ces deux vertus ne se confondent même pas dans la République parfaite. Elles ne sont réunies que dans le magistrat digne du commandement, qualités fort diverses qu'exigent le commandement et l'obéissance, bien que le bon citoyen doive savoir également obéir et commander. La vertu spéciale du commandement, c'est la prudence. Une question qui fait suite à celle-ci, c'est de savoir s'il existe identité entre la vertu de l'individu privé et la vertu du citoyen, ou bien si elles diffèrent l'une de l'autre. Pour procéder régulièrement à cette recherche, il faut d'abord nous faire une idée de la vertu du citoyen. Le citoyen, comme le matelot, est membre d'une association. À bord du navire, quoique chacun ait un emploi différent, que l'un soit rameur, l'autre pilote, celui-ci second, celui-là chargé de telle autre fonction, il est clair que, malgré les appellations et les fonctions qui constituent à proprement parler une vertu spéciale pour chacun d'eux, tous concourent néanmoins à un but commun, c'est-à-dire au salut de l'équipage, que tous assurent pour leur part et que chacun d'entre eux recherche également. Les membres de la cité ressemblent exactement aux matelots. Malgré la différence de leurs emplois, le salut de l'association est leur œuvre commune, et l'association ici c'est l'État. La vertu du citoyen se rapporte donc exclusivement à l'État. Mais comme l'État revêt bien des formes diverses, il est clair que la vertu du citoyen dans sa perfection ne peut être une. La vertu qui fait l'homme de bien, au contraire, est une et absolue. De là cette conclusion évidente que la vertu du citoyen peut être une toute autre vertu que celle de l'homme privé. On peut encore traiter cette question d'un point de vue différent, qui tient à la recherche de la République parfaite. S'il est impossible en effet que l'État ne compte parmi ses membres que des hommes de bien, et si chacun cependant doit y remplir scrupuleusement les fonctions qui lui sont confiées, ce qui suppose toujours quelques vertus, comme il n'est pas moins impossible que tous les citoyens agissent tous identiquement, il faut dès lors avouer qu'il ne peut exister d'identité entre la vertu politique et la vertu privée. Dans la République parfaite, la vertu civique doit appartenir à tous, puisqu'elle est la condition indispensable de la perfection de la cité. Mais il n'est pas possible que tous y possèdent la vertu de l'homme privé, à moins d'admettre que dans cette cité modèle, tous les citoyens doivent nécessairement être des gens de bien. Bien plus, l'État se forme d'indispensables. Bien plus, l'État se forme d'éléments dissemblables. Et de même que l'être vivant se compose essentiellement d'une âme et d'un corps, l'âme de la raison et de l'instinct, la famille du mari et de la femme, la propriété du maître et de l'esclave, de même tous ces éléments-là se trouvent dans l'État, accompagnés encore de bien d'autres non moins hétérogènes, ce qui empêche nécessairement qu'il n'y ait unité de vertu pour tous les citoyens, de même qu'il ne peut y avoir unité d'emploi dans les cœurs où l'un est coryphée et l'autre figurant. Il est donc certain que la vertu du citoyen et la vertu prise en général ne sont point absolument identiques. Mais qui donc pourra réunir cette double vertu du bon citoyen et de l'honnête homme ? Je l'ai dit, c'est le magistrat, digne du commandement qu'il exerce et qui est à la fois vertueux et habile, car l'habileté n'est pas moins nécessaire que la vertu à l'homme d'État. Aussi a-t-on dit qu'il fallait donner aux hommes destinés au pouvoir une éducation spéciale, et de fait nous voyons les enfants des rois apprendre tout particulièrement l'équitation et la politique. Euripide lui-même, quand il dit « point de ces 20 talents à l'état inutile », semble croire qu'on peut apprendre à commander. Si donc la vertu du bon magistrat est identique à celle de l'homme de bien, et si l'on reste citoyen même en obéissant à un supérieur, la vertu du citoyen en général ne peut être dès lors absolument identique à celle de l'homme honnête. Ce sera seulement la vertu d'un certain citoyen, puisque la vertu des citoyens n'est point identique à celle du magistrat qui les gouverne.
C'était là sans doute la pensée de Jason quand il disait qu'il mourrait de misère s'il cessait de régner, n'ayant point appris à vivre en simple particulier. On n'en estime pas moins fort haut le talent de savoir également obéir et commander. Et c'est dans cette double perfection de commandement et d'obéissance qu'on place ordinairement la vertu suprême du citoyen. Et si le commandement doit être le partage de l'homme de bien, et que savoir obéir et savoir commander soient des talents indispensables du citoyen, on ne peut certainement pas dire qu'ils soient dignes de louanges absolument égales. On doit accorder ces deux points. D'abord que l'être qui obéit et celui qui commande ne doivent pas apprendre tous deux les mêmes choses, et en second lieu que le citoyen doit posséder l'un et l'autre talent de savoir tantôt jouir de l'autorité et tantôt se résigner à l'obéissance. Voici comment on prouverait ces deux assertions. Il y a un pouvoir du maître, et ainsi que nous l'avons reconnu, il n'est relatif qu'aux besoins indispensables de la vie. Il n'exige pas que l'être qui commande soit capable de travailler lui-même. Il exige bien plutôt qu'il sache employer ceux qui lui obéissent. Le reste appartient à l'esclave, et j'entends par le reste la force nécessaire pour accomplir tout le service domestique. Des espèces d'esclaves sont aussi nombreuses que le sont leurs métiers divers. On pourrait bien ranger encore parmi eux les manœuvres qui, comme leur nom l'indique, vivent du travail de leurs mains. Parmi les manœuvres, on doit comprendre aussi tous les ouvriers des professions mécaniques, et voilà pourquoi dans quelques États on a exclu les ouvriers des fonctions publiques auxquels ils n'ont pu atteindre qu'au milieu des excès de la démagogie. Mais ni l'homme vertueux, ni l'homme d'État, ni le bon citoyen n'ont besoin, si ce n'est quand ils peuvent y trouver leur utilité personnelle, de savoir tous ces travaux-là comme les savent les hommes destinés à l'obéissance. Dans l'État, il ne s'agit plus ni de maître ni d'esclave. Il n'y a qu'une autorité qui s'exerce à l'égard d'êtres libres et égaux par la naissance. C'est donc là l'autorité politique à laquelle le futur magistrat doit se former en obéissant d'abord lui-même, de même qu'on apprend à commander un corps de cavalerie en étant simple cavalier, à être général en exécutant les ordres d'un général, à conduire une phalange, un bataillon en se servant comme soldat dans l'une, en servant comme soldat dans l'une et dans l'autre. C'est donc dans ce sens qu'il est juste de soutenir que la seule et véritable école du commandement, c'est l'obéissance. Il n'en est pas moins certain que le mérite de l'autorité et celui de la soumission sont fort divers, bien que le bon citoyen doive réunir en lui la science et la force de l'obéissance et du commandement, et que sa vertu consiste précisément à connaître ces deux faces opposées du pouvoir qui s'appliquent aux êtres libres. Elles doivent être connues aussi de l'homme de bien, et si la sagesse et l'équité du commandement sont tout autres que la sagesse et l'équité de l'obéissance, puisque le citoyen reste libre même lorsqu'il obéit, les vertus du citoyen et par exemple sa sagesse ne sauraient être constamment les mêmes. Elles doivent varier d'espèce selon qu'il obéit ou qu'il commande. C'est ainsi que le courage et la sagesse diffèrent complètement pour la femme et pour l'homme. Un homme paraîtrait lâche s'il n'était brave que comme l'est une femme brave. Une femme semblerait bavarde si elle n'était réservée qu'autant que doit l'être l'homme qui sait se conduire. C'est ainsi que dans la famille, les fonctions de l'homme et celles de la femme sont fort opposées. Le devoir de l'un étant d'acquérir et celui de l'autre de conserver. La seule vertu spéciale du commandement, c'est la prudence. Quant à toutes les autres, elles sont nécessairement l'apanage commun de ceux qui obéissent et de ceux qui commandent. La prudence n'est point une vertu de sujet. La vertu propre du sujet, c'est une juste confiance en son chef. Le citoyen qui obéit est comme le fabricant de flûte, le citoyen qui commande est comme l'artiste qui doit se servir de l'instrument. Cette discussion a donc eu pour objet de faire voir jusqu'à quel point la vertu politique et la vertu privée sont identiques ou différentes, en quoi elles se confondent et en quoi elles s'éloignent l'une de l'autre.